Bienvenue dans le Competitive Innovation de la 9e édition, le retour de James One Wing Grover. C'est vrai lecteur, je suis de retour sur le siège chaud, complètement chargé et prêt à partir. Je vais juste jeter un coup d'œil à la liste des événements de la semaine, car je suis sûr que la communauté aura joué une quantité très normale de Warhammer le week-end dernier. Ah merde, il semblerait que nous ayons eu droit à une double confrontation cette semaine, puisque 10 événements ont eu lieu, dont 5 majeurs. Ceux-ci feront l'objet de cet article et demain nous nous pencherons sur les 5 GT du week-end dans la deuxième partie. Avant de passer aux listes, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour couvrir la rubrique en mon absence. En particulier Boone, Rob et Inès. Vous devriez également aller jeter un coup d'œil au travail impressionnant que notre équipe a fait sur 40K stats, où vous pouvez trouver une ventilation détaillée des performances des factions du week-end et plus encore. Il devrait maintenant mettre en évidence les joueurs qui ont terminé le TIWP, donc je retire le processus manuel légèrement maladroit d'ajout d'étoiles pour le moment. Mais il pourrait revenir en fonction des commentaires, et j'ajouterai une note à côté de toute personne qui a été finaliste invaincue. L'approbation du chapitre est bien sûr à nos portes et l'aperçu. Ah non, c'est pas du chapitre, c'est l'approbation du chapitre, donc c'est le chapter approved, et bien sûr, à nos portes et l'aperçu de Warcom d'hier suggère que de grands changements sont à venir. Alors penchons-nous sur les résultats de cette semaine et voyons qui sont les meilleurs avant cela. Donc l'Atlantic City Open 2022, 180 joueurs, quand même assez énorme, 9 rounds, toutes les listes sur Besco Spearing si vous avez un compte premium. Donc, première mission, Secure Missing Artifact. On a un Tau Empire en Tau 7, on va regarder sa liste, bien sûr en finale contre un Tyrannide, et j'ai cru voir les Léviathans. Alors nous avons une première patrouille Tau 7, donc comme je disais, Commander Crisis, donc le Commander Crisis c'est celui qui permet à votre phase de commandement de permettre à une unité de désengager, tirer, et en plus d'ignorer tous les modificateurs au jet pour toucher et à la capacité de tir. Il a le trait de Seigneur de Guerre Exemplar of the Monka, donc qui fournit une full reroll des blesses. L'Advanced EM Scrambler, donc les unités ennemies qui arrivent depuis l'étape de renfort sur le champ de bataille ne peuvent pas le faire à 12 pouces ou moins du porteur. Donc c'est pas mal, c'est un peu comme les infiltrators, ça peut empêcher du coup les charges. L'adversaire arrive de la phase de renfort à plus de 12 pouces, donc il ne va pas pouvoir déclarer de charge, car lorsque l'on déclare une charge, on doit être à 12 pouces ou moins. De plus, durant notre phase de commandement, on va pouvoir sélectionner une unité ennemie à 6 pouces du porteur, et jusqu'au début de notre prochaine phase de commandement, cette unité ne peut pas être affectée par les capacités d'aura en excluant les pouvoirs psychiques. Donc intéressant, en tout cas il est équipé d'un cyclique ion, d'un missile pod, d'un plasma reefer et le shield generator pour l'invul, il n'y a pas de drone avec lui, ok, bon c'est assez polyvalent comme équipement. Ensuite, on retrouve Long Strike. En troupe, une unité de carnivore. En élite, on a une unité de garde du corps, donc de 3 Crisis Bodyguard. Pas de drone. Donc, ils sont équipés tous en Burst Cannon, Fusion Blaster, Plasma Rifle. Donc, pareil, très, très polyvalent comme build. On a vraiment la saturation avec le Burst Cannon, parce que c'est quand même 6 tirs. Donc, 6 x 3, 18 tirs de force 5. PA0, dégâts 1. On a le Fusion Blaster pour ouvrir du tank et le Plasma Rifle pour casser la bouche un peu des élites. Et c'est aussi une arme qui est correcte contre l'anti-char. Enfin, en transport dans cette première patrouille, on retrouve 2 broadside toutes seules. Donc un char, les Viral Rifle, et on retrouve, ça c'est un équipement que j'aime bien sur les broadside, c'est les 2 plasma rifles qui vont avec. Donc ça fait un peu 4 tirs anti-char quelque part. On a un détachement suprême commande, donc c'est le commandeur Shadow Sun, pas de souci. On retrouve donc un Vanguard détachement. Alors, Commander in Cold-Star Battlesuit avec précision du chasseur qui donne la full reroll touche et bless. Donc vu que c'est un Cold-Star, il peut fournir à une unité de Crisis une advance automatique de 8 pouces. Donc sachant que les Crisis bougent de 10, ils peuvent faire 18 pouces, donc ils peuvent facilement prendre les lignes de vue. Donc Precision of the Hunter, on a le Burst Cannon et son prototype avec le DW2 Advanced Burst Cannon, donc son arme spécifique au Cold-Star, le High Output Burst Cannon. Donc ça fait pas mal de saturation au final. Un missile pod, on a le gantelet au nagre, mais on n'a pas le lance-flamme avec son prototype, ok. Et le shield generator. Ensuite, nous retrouvons un éthéré, comme d'habitude, avec le Sense of Stone pour... ça, c'est la Feel No Pain à 5+, et le Wisdom of the Guide pour gagner un PC. Et enfin, sa relique pour pouvoir lancer 2 invocations sur 2+. Ensuite, en élite, on retrouve 1, 2, 3 unités, 3 gros packs de Crisis, de 5 Crisis. 5 Crisis, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, c'est ça. Tout alors, il y en a 2 avec 2 shield drones et une avec 3 shield drones. Ok, on va les regarder un peu les stuffs.
Donc on a Fusion Blaster, Plasma Rifle, on a 2 Shield Generator, on a un marqueur drone dans celle-ci. Ouais, ok. Bah, les deux en fait qui ont 2 Shield Drone ont un marqueur drone. On a le Velocity Tracker qui permet d'avoir un +1 pour toucher contre les unités qui ont le mot-clé vol, donc c'est un excellent équipement contre tout ce qui est Harlequin potentiellement. Un peu moins bien, on va dire, contre le Space Marine, parce qu'on va préférer le Target Lot pour ignorer le Light Cover. Mais au moins, voilà, si le joueur s'attend à rencontrer pas mal d'unités volantes, que ce soit des Raiders, des Harlequins, le Craftworld aussi ont pas mal d'unités volantes, le Tyrannide aussi. Le débat actuel, c'est on va préférer Target Lock pour limiter l'armure du mépris des Space Marine-like, ou alors on va prendre le Velocity Tracker pour favoriser son match-up contre les armées type... les armées méta à l'heure actuelle. On a quand même 2 Shield Generators à chaque fois pour aller chercher l'invulnérable à 4+. Une fois que les Shield Drones sont tombés, on a quand même deux Crisis qui peuvent tanker à l'invue 4+. Pas d'Iridium, de ce que je peux voir, pas de Steam Injector. Pourquoi pas. Donc au niveau des armes, on a Fusion Blaster, double Plasma Rifle, donc là on a vraiment l'unité anti-char. La deuxième, on a Missile Pod, Plasma Rifle, donc ça c'est clairement l'unité qui va rester fond de cours, parce que toutes ces armes tirent à 30 pouces, donc pas besoin de les faire advance, tout ça. Parce qu'on a quand même 2 tirs de force 7, PA-2 dégâts 2, et 2 tirs de force 8, PA-4 dégâts 3, donc ça fait 4 tirs par tête de pipe, 4 x 5, 20, donc il y a 20 patates qui partent. Dans la dernière, on a du Burst Cannon, du cyclique, donc là on est plus sur une unité de saturation, et un Plasma Rifle. Ok, intéressante. Ensuite on a une liste Léviathan, donc pareil, première patrouille, Zoanthrope en no-slot, donc on est en Léviathan évidemment. Donc qui dit Léviathan veut dire que minimum les créatures synapses ont une transhumaine 4+, et les non-synapses ont une transhumaine 3+. On a un Neurotrope, donc avec le Direct Guidance et la Résonance Barbe, donc ça c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus popularisé depuis le nerf surtout du Malceptor. Et là avec les modifications de points du Chapter Approved Nephilim, il y a des chances que le Malceptor ne soit plus du tout joué. Et dans ce cas-là, Direct Guidance prend tout son intérêt, puisqu'on n'aura plus besoin de donner un D6 supplémentaire dans l'armée. Donc Résonance Barbe pour avoir un autre +1 au cast et la connaissance d'un pouvoir supplémentaire, ce qui fait que le Neurotrope de base a +2 sur ses tests psychiques. Le Tyran ailé, donc le classique, c'est ça, Obliterax et la Philnopane à 5+, en seigneur de guerre. En troupe, on a une unité de 10 gargouilles. En élite, un Death Sleeper avec son trait qui le rend super OP et compte pour 5 figurines. 3 tirs en garde avec les Rending Claw et les Sizing Talons, très bien. Et enfin, on a une unité de 5 Raveners en Death Spitter, les Rending Claw, et une de 4 avec Death Spitter et Rending Claw. Ensuite, en support, nous retrouvons 2 Carnifex. Alors, il y en a un qui coûte un peu plus cher, oui, parce qu'il a mis Synapse. Ils sont à 130 points, donc ça veut dire qu'ils ont la glande d'adrénaline, le sens développé pour la CTA3+, le canon venin, et sinon, il garde ses 2 armes de cac habituelles. Il a pas mis qu'il a mis des glandes, mais normalement à 130 points, c'est la glande d'adrénaline qui se rajoute. Dans la deuxième patrouille, on retrouve un Hive Tyran à pied, cette fois-ci avec un canon venin lourd et l'Amoclo de Tyrax, donc qui permet d'avoir plus d'une attaque, full reroll les blesses, et lorsqu'il tue une unité, en mêlée évidemment, il gagne plus d'une attaque, jusqu'à un maximum de +3 attaques via cette spécificité. Donc au global, la relique peut donner un +4, parce qu'elle donne déjà de base +1. Ensuite en troupe, on a un gros pack de 9 avec glande d'adrénaline et flèche hook. Donc là, on est vraiment sur l'équipement basique, un paire d'épées d'os, des spitters et 3 canons venin, parce qu'ils sont 9, et c'est 1 pour 3. On retrouve un Malceptor et 2 biovores, pour spammer les spores mines évidemment. Ok, on va regarder, donc on peut voir que c'est le taux qui gagne 95 à 83, donc le match était assez serré. Alors je vais boire un petit coup. J'ai peut-être fait une pause, mais il ne m'a pas échappé que les tyrannides continuent d'être plutôt bons. Même après que leur fac initiale ait atténué certaines des choses les plus extrêmes du livre, et la liste d'Anthony montre pourquoi. Ils ont beaucoup de choses sur la table et ils s'en passent beaucoup. De gros dégâts peuvent être infligés en plusieurs phases, il y a plusieurs grosses briques de figurines à blessures multiples, et les monstres les plus gros ont besoin d'être tués aussi. Il est également très flexible sur la table, capable d'enchaîner les buffs clés avec le lien synaptique, de voler des objectifs avec le Death Sleeper et de réussir des coups et des débordements avec les tyrans ailés. Face à tout cela, la plupart des listes ont vraiment du mal à dégrader suffisamment les forces tyrannides avant d'être elles-mêmes mises en pièces et submergées. Mais les Tau sont définitivement l'une des armées qui peuvent le faire. Alors que d'autres builds sont encore utilisées,
Le taux 7 avec Crisis et souvent Long Strike semble dominer parce que si vous chargez bien vos unités, vous vous retrouvez avec une puissance de feu incroyablement large, capable de s'adapter à tous les méchants qui existent, et le tout provenant d'unités qui ne sont pas triviales à attraper et à frapper en alpha. Cette construction en est la preuve, avec une variété de chargements de Crisis différents, ce qui signifie que Thomas peut charger les relances sur n'importe quelle unité adaptée à une situation donnée, et y aller à fond. Même les puissantes défenses du Léviathan finiront par s'effondrer si elles sont exposées à cet assaut. Et la question que nous nous posons dans ce match est de savoir si les taux peuvent faire valoir leur puissance meurtrière avant que les tyrannies ne puissent commencer à jouer le jeu qu'ils souhaitent. Sur cette mission et en utilisant du terrain placé par le joueur, le pronostic est honnêtement assez bon, surtout si le joueur taux arrive à déplacer un objectif en premier. Le joueur taux peut se concentrer sur le maintien de lignes de tir ouvertes pendant la mise en place du terrain, en particulier l'objectif central, et étant donné qu'ils ont définitivement l'avantage en matière de tir ici, cela leur permet d'essayer de se concentrer sur le marquage de 8 points plus le primaire de la mission pendant que les premiers tours, tout en épuisant les tyrannides et en les attirant. Le fait d'avoir Long Strike dans cette situation est un avantage considérable, parce qu'il va créer la peur du côté des insectes et qu'un seul faux mouvement d'une figurine clé pourrait le faire disparaître instantanément de la table. Il n'y a pas de harpie pour voler au-dessus et l'alpha. Quand on dit l'alpha, c'est attaquer dès le T1. Les broadsides solitaires semblent également très forts dans ce match-up, simplement parce qu'ils fournissent au taux quelque chose qui peut s'approcher d'un objectif primaire et exiger qu'une menace réelle soit engagée pour les retirer, agissant comme un appât parfait, bien qu'un volant qui en bodies. Body, ça vient de bodyguard, donc bien qu'un volant qui possède des gardes du corps peut s'enfuir avec overrunning, donc c'est overrun, c'est le stratagème tyrannide qui lui permet, une fois qu'il n'a plus d'unité à portée d'engagement, au lieu de faire sa consolidation, il peut faire un mouvement normal. Donc bien qu'un volant qui soit protégé puis s'enfuit avec overrun soit un problème. Cela ne veut pas dire que les taux vont définitivement faire leur chemin, loin de là. Il est peu probable qu'ils poussent au centre dès le début, laissant les tyrannides prendre le contrôle de la table, ce qui signifie que s'ils prennent du retard dans l'attrition des dégâts, ils risquent de ne pas pouvoir faire basculer le score dans leur direction par la suite. Les taux n'ont pas non plus beaucoup de marge de manœuvre pour se planter et voir une de leurs unités annihilée par la puissance de feu psychique, et ont vraisemblablement un travail plus difficile sur les secondaires. Ils peuvent probablement moudre, mais les tyrannides ont un plan d'étranglement, donc l'étranglement c'est le stronghold solide, et peuvent aussi jouer les psychiques de manière assez fiable. Les taux pourraient simplement opter pour un plan les tuer tous, pour être honnête en se chargeant d'arborer et d'assassiner. Ce qui, puisqu'ils veulent de toute façon nettoyer la table, pourrait être un mouvement intéressant. Bien que, à mon avis, les tyrannides ont un peu trop de facilité à protéger certaines de leurs armes une fois qu'ils savent que c'est le but. Quelles que soient les options choisies, les taux ont en fait réussi à remporter la victoire ici. Les tyrannides ont également obtenu un score assez élevé, ce qui reflète probablement le fait qu'ils vont récolter beaucoup de primaires en début de partie. Quoi qu'il arrive, mais l'attrition pure et simple que représente le fait d'essayer de jouer contre cette construction taux l'a clairement emporté. Donc à la première place, on retrouve le joueur taux, c'est le taux. Il y a des combinaisons donc de crisis et beaucoup d'armes. En creusant un peu plus, il est clair que l'arrivée des tyrannides dans le metagame a vraiment renforcé l'utilité de Long Strike, car il est un excellent moyen de dissuasion pour ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup les deux broadsides en solo avec un jet de 7 taux. Donc avec un jet de 7 taux, c'est une relance. L'adversaire ne peut pas les ignorer complètement, et ils sont très bon marché pour leur résistance, ce qui en fait un excellent choix pour se glisser dans un objectif lorsque vous avez besoin de quelque chose de remplaçable mais non trivial à nettoyer. Particulièrement pertinent lorsque le terrain placé par les joueurs peut vous laisser à court d'endroits sûrs pour marquer. C'est clairement une construction hyper efficace dans l'ensemble et félicitations à Thomas pour sa victoire. Ensuite en deuxième, on retrouve le joueur Tyrannide. Le Léviathan continue d'être la flotte ruche la plus puissante, même si cette version reprend un peu le style de certaines versions du Kraken, en s'assurant d'avoir beaucoup de corps sur la table pour mettre la pression à l'adversaire. Grâce à la distance à laquelle les insectes peuvent transférer Onslaught pour l'advance et charge, toutes ces unités à pied peuvent être dans le visage de l'adversaire en un clin d'œil. Il y a tellement de choses à mâcher ici que si l'autre camp se retrouve sur le pied arrière, il lui sera très difficile de revenir. L'absence de harpie signifie que l'armée ne dispose pas d'une portée de tir instantanée dès le départ, ce qui fait que les menaces cachées comme Long Strike peuvent être un peu plus dangereuses. Mais le revers de la médaille est qu'elle n'a pas non plus à faire face à la responsabilité potentielle de se faire abattre. Anthony n'est pas étranger à ces colonnes, il n'est donc pas surprenant de le voir réussir avec un build assez puissant, et il faut le féliciter, même s'il a trahi la cause à Eldari. Ensuite en troisième place, nous retrouvons un Southern Suns.
Donc on va regarder sa liste, il est en bataillon, culte de la duplicité, donc c'est le culte qui lui permet de se téléporter. Il a un Ocelot en Sorcerer, ce qui signifie qu'il a un Exalted Sorcerer, parce que l'Exalted Sorcerer vous permet pour chaque Exalted de prendre un Sorcerer en Ocelot. Donc il lui a mis Doomball, Swallowed by the Warp, le bâton de force, le Master Misinformator, donc ça c'est le trait de duplicité qui vous permet de redéployer un certain nombre d'unités. Je crois que c'est un des 3. Et l'Umbralific Crystal qui vous permet justement, durant la partie, soit de téléporter le porteur, soit de téléporter une unité base. Et en général, on va téléporter des Terminators. Ensuite, on retrouve Ahriman et il n'est pas sur disque. Pour celui-ci, ou en tout cas il n'est pas noté. Donc avec Twist of Fate, Présage et Weaver of Fate, on a un Exalted Sorcerer comme je disais, il est sur disque lui, avec Arrogance of Aeon, Gaze of Fate, Tsinch Firestorm, il a le Scroll, donc il permet de se combiner avec le Firestorm, il est sur disque, et il a le Reati. En Infernal Master, il a l'Empiric Guidance, Glimpse of Eternity, le Maléfique Maelstrom, et il a les Glegan Orrery. Les Glegan Orrery, on le voit désormais tout le temps dans les listes Thousand Suns, parce que c'est c'est une relique qui est très intéressante afin de virer tout ce qui est, de permettre d'ignorer tout ce qui est modificateur au jet pour toucher, à la capacité de tir, et des fois même de virer les capacités de dégâts -1 sur certaines unités, et donc de pouvoir avoir une puissance de feu assez intéressante. Du côté des troupes, on retrouve 3 unités de rubrique Marines avec les icônes pour apporter un point de cabale supplémentaire, c'est pour ça qu'il est à 2 à chaque fois. Et enfin, on retrouve une petite unité de cultistes, sûrement pour regarder l'objectif fond de cours, potentiellement. Ensuite en élite, alors je commence tout de suite par le Tsangor Shaman. Il a mis en seigneur de guerre, c'est le seul moyen de lui fournir un trait de seigneur de guerre, le Seeker After Shadow. Donc de mémoire, Seeker After Shadow, il a un dé de plus pour réaliser les actions psychiques et il rapporte un point de cabale de plus, c'est pour ça qu'il est à 2. Il a le perplexe en pouvoir. Ensuite on retrouve de manière assez standard dans les listes Thousand Suns 2 unités de 10 Terminator Scarab Occulte, tous équipés avec la double Soul Reaper et les 2 Hellfire Missile Rack. La première unité a Glamour of Tsinch et la deuxième a Temporal Surge, donc le Temporal Surge c'est le double move. Bien sûr, toutes les unités Psykers culte de la duplicité ont le pouvoir culte de la duplicité qui permet de téléporter une unité amie. Et enfin, en attaque rapide, on retrouve une unité de 5 Chaos Spawn et 2 x 1 Chaos Spawn. Le puissant Scarab Occulte Terminator, combiné à la puissance de feu psychique extrême que peuvent présenter les Thousand Suns, continue de maintenir leur codex dans la conversation. Cette construction n'est pas particulièrement compliquée, mais présente de véritables défis pour de nombreux adversaires. Il y a très peu de choses qui peuvent mettre hors d'état de nuire une unité complète de Scarabée à distance, et c'est particulièrement vrai pour les Craftworld, où ils comptent généralement sur les buffs psychiques, facilement refusés. Pour s'attaquer à des unités de ce niveau de durabilité, et en retour, la puissance de feu polyvalente qu'il déploie peut effacer plusieurs unités en un seul tour, et fournir une pression aux objectifs sécurisés assez lourde que certaines armées ont vraiment du mal à égaler. La façade sorcière, donc c'est Facade Sorcery, leur sort de culte, qui leur permettent de stepper, donne un petit coup de pouce à la mobilité. Les rubriques sont un excellent détenteur d'objectifs en arrière-plan, et même après avoir joué plusieurs fois contre cette armée, les gens vont toujours sous-estimer à quel point la phase psychique qu'elle déploie peut être mortelle. Elle a finalement été battue en demi-finale par les taux de Thomas, ce qui est un match difficile. Ils peuvent probablement enfumer une unité complète de rubriques quand l'une d'entre elles s'engage, et peuvent traverser pour obtenir l'avantage de la première frappe. Bien que même dans ce match, les Thousand Suns aient obtenu un score décent. À la 4e place, nous retrouvons donc une liste Azuriani. Donc nous retrouvons une liste Aeldari avec Hail of Doom et Children of Prophecy. À chaque fois qu'un test psychique ou de Deny the Witch est réalisé par une unité Psyker avec cet attribut, on peut relancer n'importe quel dé ou tous les dés qui ont un résultat de 1 ou 2. Donc ça permet vraiment de fiabiliser la phase psychique. Et le Hail of Doom, c'est lorsque vous faites un 6 non modifié pour toucher, vous blessez automatiquement, et en plus cette blessure automatique est comptée comme un résultat 6 pour blesser, ce qui signifie que, combiné à la règle de Shuriken qui fait que quand vous blessez automatiquement sur un jet non modifié de 6, vous gagnez un bonus, en fonction de l'arme, un certain bonus de PA. C'est vrai que contre Thousand Suns, ça doit être un match-up pas simple pour l'Azuriani.
dans le sens où vos shurikens en général via les Dire Avengers sont dégâts 1, donc même si vous êtes PA-4, déjà avec l'Armor of Content vous allez être PA-3. Il va gagner plus 1 à la sauvegarde parce que vous êtes dégâts 1. Donc une sauvegarde de plus, il passe à 1+. Vu que là il joue Children of the Prophecy et non pas le Masterful Shot pour ignorer le couvert léger, du coup s'il est en couvert léger, il en save à 0+, le Terminator Thousand Suns. Ce qui fait qu'avec une PA-3, il sauvegarde à 3+, en fait. Donc très très dur de tomber les scarabs occultes avec les Eldar. Surtout si vous jouez pas Masterful Shot. Mais après, le côté Children of Prophecy a dû peut-être l'aider pour réussir à maintenir sa domination, en tout cas sa force sur la phase psychique. Donc en nos slots, nous retrouvons donc un Warlock Skyrunner et un Warlock à pied. On a un Farseer à pied et un Farseer Skyrunner avec la combo du Kurnus Bow. Donc je le rappelle, c'est un pistolet arme shuriken. Avec le Masterful Shot, si jamais il fait un 6 pour toucher, il blesse automatiquement en faisant un 6. Et lorsqu'il blesse automatiquement en faisant un 6, il va ajouter un certain nombre de mortels. Sachant que vous avez des dés de destin, et les dés de destin, en fait, lorsque vous les utilisez, c'est forcément des 6 auto. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais, quand vous faites vos dés de destin, vous réussissez à avoir 3 jets de touche auto sur les 6, vous pouvez les claquer sur le Farseer Skyrunner. Comme ça, 6 touches auto font 3 blessures, 3 touches automatiques sur du 6. Fait que vous blessez automatiquement, et en plus, comme si vous aviez fait un 6, et donc vous débloquez un certain nombre de mortels. C'est monstrueux. Au niveau des troupes, donc on retrouve une unité de Ranger avec le Wire Wavenet, sachant que c'est une patrouille. Ensuite, en élite, on a donc une première unité de... peut-être la seule, on verra, de Scorpion avec le Crushing Blow. On a une unité de 9 Dire Avenger, parce que la 10e Shuriken Catapulte est sur l'Exarch. L'Exarch a 2 Shuriken Catapultes. On a le Stern Firm en pouvoir d'Exarch. Je vais vous dire de suite ce que ça fait, le Stern Firm. Ça rend donc l'unité super OP. Et en plus, elle ajoute 1 à sa caractéristique de commandement. Ensuite, on a 2 Vipers en attaque rapide en canon shuriken. Et enfin, on a un détachement Outrider avec Jenzar et Baharot. On a une unité de Banshee avec le Piercing Strike pour le plus 1 dégâts. On a la relique Krone Scream. On a une unité de 6 Dire Avengers, parce que la 7e catapulte shuriken est sur l'Exarch. Ensuite, en attaque rapide, nous retrouvons une unité de 9 Swooping Hawk. Ensuite, on a 3 Shining Spear avec le Earth Strike. Et on a donc 2 x 5 Windrider en Shuriken Canon et une unité de 3 Windrider avec des catapultes Shuriken jumelées. En support, on a un marcheur de guerre, donc un Warwalker avec les canons Shuriken. Et enfin, en transport dédié, nous retrouvons un Wave Serpent en full Shuriken aussi. Hail of Doom est l'une des armées à battre en ce moment, offrant un autre angle de vue sur une puissance de feu très large, un accès à des unités de finesse flexibles comme les Seigneurs Phoenix, le combo cauchemardesque de Farseer et la possibilité de mettre en place l'un des plans les plus fiables pour atteindre la fin. La construction de Daniel utilise les Windrider Canon Shuriken et les Swooping Hawk comme choix de To The Last. Tous trois capables de rester en sécurité sur les tours clés entre Skyleap, Matchless Agility et Fire and Fade. Et cela permet aux Seigneurs Phoenix de partir à la chasse pour se battre pour les objectifs. On a l'impression qu'il s'agit d'une concession au terrain placé par le joueur, car il est beaucoup plus facile de créer une position pour qu'une unité d'objectif sécurisée à un seul modèle puisse se cacher et être une véritable plaie sur un objectif que de protéger des unités plus importantes. Ce qui permet à cette liste de se surpasser sur le plan primaire. Les Warwalkers et les Vipers dépensiers contribuent également, et dans l'ensemble, cette liste met un tas d'obstacles sur le chemin de la victoire de l'adversaire, tout en étant assez difficile à maîtriser. Elle a finalement été battue par les Tyrannides d'Anthony, qui ont la qualité d'unité nécessaire pour aller au-delà de ce que cette liste essaie de faire, et qui ont aussi un contre particulièrement brutal pour les Seigneurs Phoenix sous forme du faucheur d'oblitéral. Le reste du BS, donc on a un Azuriani en Hail of Doom avec des millions de catapultes Shuriken, beaucoup de Dire Avengers, 3 unités de gardiens en plus, et beaucoup de Windrider en catapulte. Ensuite, on a un Tau avec un set Tau, qui utilise beaucoup de Krizik et Long Strike. En 7ème place, nous retrouvons un Tyrannide, Monster Mash Léviathan, donc avec pas mal de monstres, dont 8 Carnifex et une double harpie. Ok. Et en 8ème place, on retrouve un Harlequin en Light Side Ass avec une grosse unité de Void Weaver, donc 3 Void Weaver, je suppose. Et 2 petites unités de bike, donc ça c'est les Skyweaver, et beaucoup de players, donc beaucoup de troupes dans des Starweaver, donc leur transport.